J'ai gardé le seul homme de ce plateau pour aujourd'hui, Jean-Pierre Mercier, porte-parole de Lutte ouvrière. Alors, je vous le disais à l'instant, c'est aujourd'hui que démarre le procès de 2 adolescents. Ils sont jugés pour le meurtre d'Alisha, qui était âgé de 14 ans seulement au moment de sa mort. C'est une affaire, vous vous en souvenez, parce que c'était il y a à peine un tout petit peu plus d'1 an, qui avait évidemment ému la France entière. Harcèlement sur les réseaux, coups qui pleuvent, un corps jeté encore en vie dans la Seine. Évidemment, tous les ingrédients sont réunis pour qu'on soit profondément choqués. Mais il pourrait y avoir, Jean-Pierre Mercier, par exemple, un prof référent ou peut-être un peu plus d'éducation aussi des élèves dans le sens de vous aurez du soutien si vous en parlez. C'est-à-dire les pousser aussi à s'exprimer en toute confiance vers un prof qui aurait été désigné à cet effet, qui serait, je sais pas, le prof peut-être le plus proche des élèves, qui aurait la meilleure réputation. Enfin, on peut imaginer quand même, sans des programmes d'envergure ou trop ambitieux, déjà de commencer par la base, quoi. Et j'ai l'impression que même ça n'est pas assuré aujourd'hui dans notre pays. Commencer par la base, ça voudrait dire mettre beaucoup plus d'adultes dans les établissements scolaires. Et là, toutes les différentes politiques des différents gouvernements qui sont succédés, ça a été de démonter tout ce qu'il y avait autour du corps enseignant. C'est-à-dire les assistantes sociales, les médecins scolaires, les infirmières. Et il y a de moins en moins d'adultes dans les établissements. Aujourd'hui, un médecin s'occupe de 12 500 élèves. Ouais. Il ne peut assurer que 20% de sa mission. Les infirmières scolaires, il n'y en a plus. Des assistantes sociales, elles s'occupent de 2 à 3 établissements, c'est-à-dire plusieurs milliers d'élèves. Quand vous avez, il y a un quart des élèves qui subissent le harcèlement sur les réseaux sociaux. Vers qui ils se tournent ? Leur prof, je ne suis pas sûr que des fois le prof c'est la meilleure personne. En plus lui il est complètement surchargé de travail, mais il n'y a aucun adulte un peu neutre entre guillemets dans les établissements vers qui l'enfant, le gamin il peut se retourner. Donc là c'est ce meurtre horrible, il est vraiment révélateur de c'est la conséquence de toutes les politiques publiques qui ont été de raccourcir les budgets de l'éducation nationale et de démonter, de faire disparaître tous les adultes des établissements scolaires. Et là c'est les gamins qui le payent cash. Comment on peut lutter contre l'abstention aujourd'hui? Non, mais c'est une vraie question pour arriver à remobiliser un peu, en tout cas redonner de l'appétit pour la chose politique et la vie démocratique. Eh bien, ce serait la mise en place d'institutions moins verticales, premier point. Et le deuxième point, ce serait arrêter le déclin de ce qu'on appelle les formes d'intermédiation, c'est-à-dire les corps intermédiaires. J'imagine que vous allez souscrire à ce discours. On a trop bafoué les corps intermédiaires, ce qui fait que chacun aujourd'hui se dit bon, à quoi ça sert d'aller voter, parce que de toute façon, notre voix ne sera pas prise en compte. Oui, pourquoi pas. Maintenant, il y aurait une autre proposition à faire. Ça serait que les élus soient révocables à tout moment. D'accord. C'est-à-dire qu'on on élit un président de la République. S'il ne fait pas ce pourquoi il s'est présenté, il a été élu, on le dégage. Alors comment vous mettez en place ce mécanisme ? Oh, très facile. Un référendum permanent. Ça existait pendant la Commune de Paris en 1871, où c'était le peuple parisien qui élisait leurs représentants, et quand ça n'allait pas, ils étaient révocables à tout moment. Et ça, c'est la vraie démocratie. Et je peux vous dire que là, il y aurait pu des promesses électorales complètement bidons qui partiraient à la poubelle une fois que le président est élu. C'est-à-dire que c'est pas un CDI, c'est un CDI avec clause de licenciement pour faute grave. C'est un contrat d'intérim. C'est un contrat d'intérim. Sans parachute doré, sans rien du tout. Mais à quel moment ? Alors c'est intéressant, mais je vais tous faire réagir. Mais à quel moment vous établissez que le mécontentement est tel qu'on doit convoquer un référendum ? Parce que tout ça, c'est très subjectif aussi. On s'organise au niveau des entreprises, on s'organise au niveau des quartiers, et avec les moyens techniques, les réseaux... Une pétition, il faut un nombre minimum de citoyens... Mais je suis d'accord que c'est... Alors là, on ouvre une perspective qui est complètement différente et qu'on n'a jamais vécue. Oui. Ils ont réussi à le faire sur la Commune de Paris, mais oui, ça serait l'ensemble des travailleurs qui pourraient décider, et on serait en élection permanente. Aussi, quand même. Mais pour moi, les chômeurs font partie du monde du travail. La désaffection, c'est le fruit de trop de démagogie, pour reprendre un peu, à force de promettre et on se dit, bon, année après année, ça sert à rien tout ça. Démagogie et puis trahison. C'est vrai que quand vous êtes un travailleur, que vous avez voté, par exemple, si je reprends Hollande, sans y croire, mais que finalement, il a quand même réussi à vous décevoir...
parce que mon ennemi c'est la finance. Oui, ça c'est. On était après Sarkozy. C'est des packaging, etc. Et que c'était Sarkozy qui était le responsable de tout et que de toute façon on pouvait voter même pour une vache. Ça serait mieux. Bah, on a payé très cher. Les travailleurs ont payé très cher. Le monde du travail a payé très cher. Et de toute façon, quand on est un chômeur, un retraité ou un salarié en activité, très souvent, on se dit de toute façon, il n'y a rien qui va changer. Pour nous, on va avoir des coûts et des coûts. Qu'on vote à gauche, à droite ou peu importe, c'est nous qui allons payer. Et là où il y aura vraiment un réel espoir, une vraie perspective, oui, c'est quand il y aura des mobilisations sociales, quand l'ensemble du monde du travail reprendra le chemin des luttes, parce que là, on sera en capacité de faire changer réellement les choses. Jean-Pierre Mercier, je rappelle que vous êtes porte-parole de Lutte ouvrière. La campagne de Jean Lassalle, à minima, enfin, elle se remarque quand même. Et au moins, enfin, je veux dire, la ruralité, sans lui, on en parlait peu quand même dans notre pays. Je vais vous parler franchement. Moi, quand je l'écoute, je comprends rien à ce qu'il dit. Très franchement. Ouch, ça y est, ça c'est dit. Mais oui, voilà, quand il parle, je comprends pas. Vous avez besoin de sous-titres ? Pratiquement, il faudrait. Non, mais en plus, je suis vraiment sérieux quand je dis ça. Vous comprenez pas son élocution ou vous comprenez pas le propos où il veut en venir ? Les deux. Moi, quand je l'ai vu à la télé, dans les grandes émissions, j'ai rien compris. Il y a quand même énormément de vide là-dedans. Maintenant, là, c'est un peu la première fois où je découvre son programme, grâce à vous, merci. Bon, quand il veut augmenter le nombre de prisons, augmenter 6 000 policiers, gendarmes, donner des aides aux patrons, etc. Bon, on voit que, très clairement, quand on discute sérieusement, il est de l'autre côté. Et pour d'autres choses, il est de l'autre côté. Enfin, je veux dire, il puise un peu. Mais c'est un politicien quand même. Il puise dans toutes les. C'est quand même un politicien, donc il faut qu'il en donne un petit peu à tout le monde. Voilà, espérant grappiller quelques voix à droite, à gauche. Voilà, mais très franchement, c'est pas sérieux, quoi. Mais Jean Lassalle, c'est aussi des sympathies pour des régimes qui ne portent malheureusement pas nos valeurs. Et comme les politiciens de gauche, comme les responsables de gauche. Avec Bachar el-Assad, qui a fait des photos avec Bachar el-Assad? Pas forcément avec Bachar el-Assad, mais François Hollande, François Mitterrand, tous les responsables de gauche, avec tous les dictateurs africains. Non, mais je pense pas que François Hollande était proche de Poutine. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, quand on regarde les candidats à l'élection présidentielle, on voit bien ceux qui avaient des sympathies pour Poutine, qui essayent de s'en défaire. Ils sont plutôt à l'extrême droite ou à l'extrême gauche, mais ils sont pas effectivement à gauche. Ils sont pas chez les Verts. Juste quand on parlait d'abstention et puis de dégoût et d'écœurement de la politique, excusez-moi, je vous le dis avec le sourire, mais c'est ce genre de discours où on banalise tout ce qu'a fait la gauche. La gauche a fait la Centrafrique aussi. Ils ont soutenu toutes les dictatures africaines. Et dédouaner la gauche comme ça, parce que c'est la gauche, donc il n'y a pas de relation avec les dictatures. Les gens ne vous croient pas. On est d'accord que la France-Afrique, c'est terminé. Est-ce que ça permet d'accepter le fait qu'on ait un candidat qui se prenne en photo avec Bachar el-Assad qui a exterminé son propre peuple? Moi, je dis juste ça. Après, effectivement, oui, il y a eu la Centrafrique, etc. Je dis juste que moi, à titre personnel, voter pour quelqu'un qui se prend en photo avec Bachar el-Assad, c'est impossible. Mais parce qu'effectivement, je pense que les valeurs démocratiques sont trop importantes dans le contexte actuel. René Frégosi, Jean-Pierre Mercier, idem pour vous sur la notion de temps de travail, les retraites. Allez, à peu de choses près, vous êtes en adéquation quand même sur les propositions qu'il fait. Alors, deux choses. Première chose, en tant que militant de lutte ouvrière, moi je suis content que le Parti communiste ait pu présenter un candidat, cette fois-ci à la présidentielle, et ne pas passer sous la table comme ils l'ont fait les deux dernières présidentielles. On reviendra sur le fait que ce soit une épine dans le pied de Jean-Luc Mélenchon. Soutenir Mélenchon, mais c'est bien que chaque parti politique, moi je trouve que c'est normal, puisse présenter son candidat pour défendre ses idées, ses perspectives, son programme. Maintenant, la très très grande différence, le fossé qu'il y a entre le Parti communiste et Lutte ouvrière, entre Fabien Roussel et Nathalie Arthaud, c'est que nous, ce qu'on dit, c'est que le bulletin de vote ne peut pas changer les choses pour les travailleurs. La retraite à 60 ans, ok, mais c'est pas en élisant Fabien Roussel qu'on pourra l'avoir. Le SMIC à 1 400 ou 1 500 euros, d'abord c'est quand même très très modeste, c'est voire petit, mais c'est pas en élisant Fabien Roussel qu'on va l'avoir. Non, c'est ce que dit Nathalie Arthaud, c'est qu'il faut, c'est par les grèves, par le combat social, par les luttes sociales qu'on peut changer notre sort, qu'on peut défendre nos intérêts quand on est un travailleur, un retraité ou un chômeur. C'est surtout pas compter sur le sauveur suprême, c'est combattre des illusions ça reste la mobilisation syndicale, quoi. Bien sûr. Oui, mais pas syndicale, la mobilisation sociale. Sociale, mais enfin bon, vous venez quand même
d'un paysage syndical vous-même. Bien sûr, je suis engagé syndicalement, bien sûr. Ça vous parle néanmoins. Lorsque vous avez le capital qui est là, que vous l'avez sous la main, quand vous l'avez dans le cadre national, vous pouvez arriver à une négociation, effectivement, avec le capital pour qu'il redistribue directement au travail. Mais lorsque le capital, il est complètement transnational, eh bien, il faut mettre en place d'autres moyens de négociation. Mécanisme de protection. Avec le capital. Allez, un petit mot juste pour lui répondre, mais en 20 secondes. C'est pas évident. Hein. Mais la réponse, elle est simple. En mai 68... Des millions de travailleurs, grève générale. Vous n'êtes pas du tout dans le même capitalisme qu'aujourd'hui. Mais le capital. Vous avez des capitalistes étrangers. Vous avez des capitalistes étrangers qui ont des usines en France. À Toyota, dans le Nord, on occupe l'usine de Toyota pour avoir des augmentations de salaire et elle tombe. Pourquoi ? Parce que c'est nous qui fabriquons les richesses et c'est instaurer un rapport de force, c'est prendre en otage la production pour les faire payer. Allez, on va devoir s'interrompre, mais c'était passionnant sur la fin, évidemment. C'est le seul levier dont on dispose aujourd'hui. Jean-Pierre Mercier, on finira avec vous là-dessus. Non, nous, on est contre les sanctions économiques. Voilà, je vais peut-être étonner tout le monde sur le plateau, mais c'est pas en punissant le peuple russe, la population russe, qu'on va faire plier Poutine. C'est une évidence. Nous, on porte notre espoir sur justement la population russe, sur tous les opposants de Poutine, sur tous les travailleurs en Russie. Oui, alors il faudrait un sacré courage, une sacrée détermination, une sacrée force pour qu'ils se retournent contre Poutine, pour qu'ils dégrèvent des manifestations. Populaire, quoi, une révolution. Ça s'est vu dans le passé en Russie. Ils ont réussi à arrêter la Première Guerre mondiale comme ça, entre nous. Mais c'est la seule manière de faire plier Poutine. On se rend compte que là, c'est la population ukrainienne qui fait les frais de ce bras de fer entre la Russie et les États-Unis. Et ça, c'est toujours les mêmes qui payent dans ces situations-là.